Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Ça va être là que M. Trudeau va se tenir. Il y a une question de vie ou de mort, on doit transmettre l'information. On planifie toujours au pire, comme ça on n'est pas pris au dépourvu s'il arrive une situation X. Il y a beaucoup de risques, c'est la mission en premier. Justin Trudeau est dans Charlevoix aujourd'hui en prévision du sommet du G7 qui va avoir lieu au manoir Richelieu à la Malbaie l'an prochain. Pour chaque événement majeur au Canada, un groupe intégré de la sécurité est mis en place. Il planifie toutes les opérations entourant l'événement. Le Canada recevra les leaders des grandes puissances économiques, dont Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron. On parle de 50 réunions de haut niveau, de 6 000 délégués, de 4 000 journalistes. Pour la première fois, la GRC nous a donné un accès privilégié aux préparatifs entourant la sécurité d'un événement majeur. Ce sommet se déroulera évidemment sous haute sécurité. Bien entendu, il va y avoir beaucoup de planification dans les prochains mois. Ce sera la 6e fois que le Canada va accueillir un sommet du G7. Durant des mois, toutes les équipes des opérations, du renseignement et de la sécurité sont en alerte afin de préparer l'événement. 51 jours avant le début du G7, un exercice de simulation appelé Sentinelle est mis en place au Centre de commandement unifié à Québec. Durant ces 2 jours, tous les chefs aux opérations sont soumis à des scénarios fictifs qui les entraînent à réagir face aux enjeux possibles de l'événement. Le but de l'exercice qui a débuté hier, c'est de simuler les scénarios pour les opérations policières, les déplacements des chefs d'État, et ainsi de suite, le renseignement et les mesures d'urgence aussi. Les gens sont ici pour pratiquer les plans, les protocoles, sont ici aussi pour confirmer que la structure de commandement et contrôle qu'on a mis en place est la bonne. Ce qu'on veut exercer, nous, c'est les périodes critiques charnières du G7. À 9h32, un événement fictif est annoncé. Durant une manifestation à la Malbaie, une barrière entourant la zone de libre expression est tombée. Cet incident peut vite entraîner des débordements. Une prise en charge de la situation doit être rapide. L'information qu'on a, c'est que la clôture viendrait de tomber à Malbaie. On ne savait même pas qu'on avait des manifestants. Alors, l'incident qu'on a créé ce matin, c'est justement pour voir comment la réaction serait ici. Qui prendrait le contrôle? Regardez ça. Il faut vous aviser qu'on est rendu en code d'alerte B au niveau de la Sûreté, au niveau de la GRC. Le code d'alerte B signifie qu'il commence à y avoir un regroupement de manifestants. On parle ici à la Malbaie. Alors, sur le terrain, la zone rouge, qui est le manoir Richelieu, est contrôlée par la GRC. Tout ce qui est à l'extérieur est normalement la Sûreté du Québec. Là, en B, là, les groupes MRO, ça parle, puis PC périmètre, ça parle. On se parle les deux. Parce qu'on a besoin de vous autres, et vous avez besoin de vous autres. Tout a été fait en fonction des pires scénarios possibles. Cependant, vous dire qu'il n'y a pas de stress, ce serait vous mentir. Il y a de la pression énorme, donc si on ne livre pas la marchandise, il va y avoir des questions à répondre par la suite. « 42 jours avant le G7, sur la base militaire de Valcartier, les membres du GTI, Groupe tactique d'intervention, se pratiquent aux exercices d'intervention en hélicoptère. Ce sont des tireurs d'élite qui sont entraînés à neutraliser une cible de façon rapide. Durant leurs entraînements, les membres du GTI s'exercent à localiser ces cibles et à les neutraliser à l'aide d'armes automatiques. Étant donné l'étendue du territoire du G7, avec l'hélicoptère, c'est plus rapide de déplacer des membres du groupe tactique d'intervention que par la route. Donc, s'il arrive quelque chose d'imprévu, on est capable de rapidement mobiliser des gens tactiques où ce qu'on a besoin par le biais de l'hélicoptère. Durant le G7, plusieurs hélicoptères seront en permanence dans les airs afin de sécuriser les zones entourant le manoir Richelieu. Immédiatement, on peut les poser sur le sol puis renforcer la position. Et oui, à certains moments précis durant l'événement, ils vont être prépositionnés à des endroits, soit dans les airs prêts à être déployés ou avec des véhicules proches d'un endroit qu'on a besoin d'eux. Et puis c'est pour ça qu'on aime le faire aussi avant le G7 pour être certain qu'on le fait de la même façon puis qu'il n'y a pas de confusion lors d'un événement.
39 jours avant le G7, à Québec, les voitures sélectionnées pour les convois durant l'événement sont nolisées afin de sécuriser tous les véhicules transportant les dirigeants des pays invités. Tous les dignitaires, les chefs d'État vont être au manoir Richelieu où se tient le G7. Par contre, pour autant les déplacements entre les différents sites qui vont avoir lieu durant le sommet, les chefs d'État devront être déplacés à partir de voitures des convois. Donc, aujourd'hui, dans l'entrepôt, on a 316 véhicules qui est en processus de se faire installer les systèmes d'urgence nécessaires pour les fonctions du sommet. The customized car, we don't customize them to do anything to go fast or anything. Our job is just to make sure that they're safe so they can be seen and heard, and also with the communications with the radio. And we separated these lights for the way that the summit is, so we can do all of our side lighting. We always try to go to the very front so that people can see as we enter the intersection, and always, as we go down, we want to be able to be seen as we go through the intersection. So we always try to throw a side light at that, and also at the rear, so that you're always you're encompassing the perimeter of your vehicle. C'est sûr que chaque véhicule a sa fonction et selon sa marque, son modèle, on lui donne une responsabilité ou une fonction à l'intérieur d'un convoi. Bien qu'on a 4 véhicules de différentes marques, le Suburban, plus particulièrement, a été sélectionné afin de pouvoir se dégager dans une situation d'urgence. We do install the radio system as well, too. The radio system itself, again, is controlled all through one unit here. It's the same radio that they use in a marked vehicle. So it's secured so that people can't listen on the channels. It is only for our radio system so that we can talk to ourselves without other people listening into it. It's not like a CB unit or a cell phone or anything like that. It's like anything when you encrypt on a computer or anything. It's so that people can't access the information. On a aussi les Dodge Charger. Dans le jargon policier, on appelle ça le A5. Il informe tous les policiers qui sont en place le long d'une route. Ah, OK, si le A5 est en mouvement, ça veut dire que le convoi s'en vient. Dépendant du niveau de sécurité qui va être accordé à un pays, va aussi déterminer à savoir est-ce qu'on va utiliser un Chrysler 300, est-ce qu'on va utiliser un Suburban. Le gouvernement fédéral a la responsabilité de déterminer le niveau de risque, la menace à travers le monde. Et à partir de cette évaluation-là, il y a un niveau de sécurité qui est établi et qui va déterminer l'usage d'un modèle dans un convoi. Chaque événement majeur, le groupe tactique d'intervention est appelé en renfort afin de sécuriser les lieux contre toute attaque dans les airs, sur terre et sur l'eau. Ces équipes sont hautement entraînées à parer toute éventualité d'attentat. L'équipe d'intervention maritime est composée de membres prêts à désarmer un bateau ennemi qui tenterait une attaque terroriste ou libérer des otages sur un navire. 32 jours avant le G7, à la Malbaie, les membres du GTI maritime se pratiquent pour ces attaques. Ils utilisent les bateaux de la garde côtière qui feront office de bateaux ennemis afin de se retrouver dans les mêmes conditions extrêmes que lors de l'événement. C'est un exercice de préparation pour se familiariser avec les différentes conditions d'eau et conditions maritimes. Le nombre de bateaux dépend tout le temps de l'opération et de l'information qu'on a au niveau du bateau cible, si vous voulez. Les moteurs qu'on emploie sont à haute vitesse. On a aussi des coussins pneumatiques aux alentours. Ça, c'est fait pour ne pas endommager notre Zodiac, de même que le bateau cible. Le chauffeur de bateau, moi, je le vois, c'est un rôle très important pour aborder des bateaux. C'est eux qui nous emmènent jusqu'au bateau cible, puis faire en sorte que la montée soit le plus sécuritaire possible. Les bateaux pneumatiques du groupe d'intervention se déplacent à haute vitesse afin d'intervenir au plus vite en cas de danger. L'objectif, c'est d'aller sécuriser l'endroit sur le bateau où on opère le bateau. D'autres endroits qu'on peut aller sécuriser, par exemple, peut-être des endroits où on a des otages. Les membres du groupe tactique abordent les bateaux ennemis à l'aide d'une échelle pour garder la rapidité d'intervention. On est déployé quand les forces policières ont atteint les limites. On est la dernière ligne de défense, si vous voulez, au niveau policier.
Il va sécuriser le deck, être certain qu'il n'y a pas d'adversaire, et là, ils vont à leurs objectifs. Ils ne sortent pas les armes à feu, ils utilisent leurs mains pour que l'équipage ne soit pas... qu'on ne leur pointe pas les armes à feu. Mais dans un abordage tactique, il y aurait les armes à feu, évidemment. Après avoir désarmé les assaillants, les membres du GTI redescendent à l'aide d'un harnais afin d'éviter toute chute. Ils vont s'accrocher à la corde puis ils vont descendre dans le bateau. Au lieu d'utiliser l'échelle, qui peut être très dangereux, ils utilisent la corde avec un harnais de rappel. On peut descendre de 70 pieds ou d'une douzaine, quinzaine de pieds, comme c'est le cas ici. Un groupe tactique d'intervention, par définition, on est dans des situations très dangereuses. Mais c'est des gens avec qui on va au champ de bataille. On est dans des endroits souvent dangereux, à faire des choses dangereuses. Fait qu'il faut se fier un sur l'autre, puis il faut se protéger un l'autre. « 30 jours avant le G7 à Québec. Le département de logistique est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois afin de se charger de l'arrivée de plus de 4000 policiers venus de tout le Canada. Au niveau de la logistique, ça comprend la mobilisation des gens, le voyagement entre leurs points de départ à travers le pays jusqu'à Québec. Une fois arrivés à Québec, le transport. Ensuite, c'est l'hébergement. Et ensuite de ça, on les nourrit durant la période du sommet. Au niveau de la GRC, il y a plus de 4000 policiers de la GRC qui vont être mobilisés pour le sommet. Il y a plus de 2000 de la Sûreté du Québec. Il y a aussi les forces canadiennes, la police de Saguenay puis la police de Québec. Donc, la complexité du G7, c'est la géographie. Donc, on parle de Saguenay, où est-ce que les dignitaires vont arriver. De la région de Saguenay, ils vont se déplacer vers le Charlevoix, parce que c'est le manoir Richelieu qui est l'endroit où va avoir lieu le sommet comme tel. Et ensuite, on a la région de Québec, où vont être logés tous les pays émergents qui vont avoir des rencontres dans le centre-ville de Québec. On a loué tous les types d'hébergements possibles, des auberges, des gîtes, des chalets, des hôtels. On n'a négligé aucun hébergement parce qu'on en avait besoin de beaucoup. Rien n'est laissé au hasard. Tous les aspects doivent être pensés. La distance des équipes spécialisées est mesurée afin d'être au plus proche de la zone à risque. Toute la logistique doit, elle aussi, être impeccable. « 25 jours avant le G7, sur la base militaire de Valcartier, les policiers du groupe anti-émeute pratiquent différents scénarios de manifestation. Les lieux représentent la ville de Québec, où plusieurs marches sont prévues. Pour encadrer ces manifestations, les membres de la SQ, de la Police de Québec et de la GRC s'entraînent sur plusieurs jours. On a pris ce site-ci parce qu'on pouvait faire des scénarios qui donneraient l'impression qu'on est dans la ville de Québec. Alors, on a des rues transversales, on a des quatre coins, et puis on a utilisé le terrain ici pour vraiment pratiquer comment on déploierait nos équipes anti-émeute interagence dans la ville de Québec s'il fallait qu'on se déploie. Ça va être un scénario progressif. On ne sait pas à quoi s'attendre. Fait qu'il faut être prêt à être déployé là, dès qu'on nous appelle. Le château de Frontenac, c'est le sud. Ça, c'est le sud? Le sud et le nord, c'est par là. On connaît déjà les trajets. On va juste les aider à rester dans leur trajet qu'ils nous ont donné. Dans le fond, on est juste en assistance à la manifestation pour qu'elle se passe bien. Durant le scénario, des policiers prennent le rôle des manifestants encadrés par le groupe anti-émeute. Mais les policiers pratiquent aussi l'encerclement de bâtiments afin d'éviter le vandalisme. On a une mission, c'était de bloquer toutes les routes qui conduisaient dans le quartier résidentiel. On est 2 troupes. Fait que nous, on a pris notre troupe, on l'a divisée en 2. On appelle ça des pelotons. On a ce qu'on appelle des gens de ligne. Ce sont les gens qui ont les boucliers, c'est notre première ligne. Après ça, ils ont un bouclier, un bâton. Principalement, par la suite, derrière eux, il y a le groupe de commandement ou le groupe d'arrestation. Puis derrière, on a les gens qui peuvent déployer les irritants chimiques et ou les armes d'impact. Les gens en arrière, si on vient qu'à avoir beaucoup d'activités, puis si les gens, là, il y a de la boucane, ils ne sont pas contrôlés, on a un mousqueton en arrière, on va le diriger, on va dire recule un peu, ou avance, il va l'ajuster. Puis leur rôle, eux autres, si on se fait bousculer, bien, c'est pour assister nos partenaires en avant.
Il n'y a pas de place pour l'initiative sur un groupe de maintien de l'ordre. Fait que les gens ne bougeront pas s'ils n'ont pas un commandement de ma part pour procéder à une arrestation ou quoi que ce soit. Pour le G7, le manoir Richelieu de Charlevoix a été choisi comme lieu de rencontre des plus grands dirigeants mondiaux. Mais le reste du territoire à sécuriser est très vaste. Plusieurs lieux de rencontre, mais aussi des aéroports et des hôpitaux, sont sous haute surveillance en cas d'évacuation. 18 jours avant le G7, à la Malbaie, le gendarme Christian Richard, responsable de la sécurisation de ces lieux durant l'événement, nous explique comment, des mois à l'avance, ces sites sont inspectés et sécurisés. Dans le cadre du G7, on a environ 20 sites à sécuriser au total. Un site, c'est, exemple, le manoir Richelieu, c'est un site. L'aéroport de Québec, ça, c'est un autre site. Donc, chaque endroit désigné est un site. Le responsable de site doit connaître son site à 100 %. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à la porte 150, bien, il faut qu'il sache où est la porte 150. La zone rouge est la zone entourant le manoir. La zone verte, c'est la zone qui est sous la responsabilité de la Sûreté du Québec, qui est un périmètre extérieur à notre zone, à nous autres. Pour arriver à la zone rouge, il faut que tu réussisses à passer la zone verte. Donc, c'est une zone tampon, là, si on veut. Dans la planification du site, il faut se préparer au pire scénario. On sait que les camions béliers, c'est un gros problème ces temps-ci. Donc, il faut mettre la sécurité nécessaire pour empêcher ce genre d'événement-là d'arriver. Dans la planification du site, si on parle du G7, on va regarder toutes les salles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les accès aux salles, par où les gens peuvent arriver. Notre dignitaire va passer ici, donc on va regarder s'il y a des événements qui sont prévus durant la visite du dignitaire. S'il y a des événements de prévus, on va instaurer la sécurité nécessaire pour ça. Il faut que ça soit, dans notre jargon, on dit étanche. Il ne faut pas qu'il y ait place à aucun incident. Donc, on prend les mesures nécessaires pour le faire. Le maître-chien est l'une des mesures utilisées afin de sécuriser des lieux et des véhicules. Le maître-chien Ducrot et son berger allemand Jasper sont spécialisés dans la recherche d'explosifs. Jasper est formé pour dénicher, grâce à son odorat, tout engin explosif suspect. Je vais laisser faire une reconnaissance des lieux avant, voir s'il va trouver quelque chose par lui-même. Ça ne dérange pas où on commence, mais c'est de faire la pièce systématiquement, puis s'assurer que le chien n'a pas rien manqué. Fait que s'il passe à côté d'un objet qu'il n'a pas sécurisé, qu'il n'a pas cherché, je vais le diriger avec ma main, où ce que je veux qu'il mette son nez. Eux autres, ils sont capables de sécuriser une pièce en beaucoup moins de temps qu'un être humain qui va chercher, qui va ouvrir chaque tiroir, il va regarder en arrière, en dessous des meubles et tout. Avec le chien, il cherche vraiment une odeur, il ne regarde pas avec ses yeux. Nous autres, à la GRC, on utilise des bergers allemands. C'est vraiment un chien qui est loyal. Ils peuvent travailler dans tous les climats au Canada, puis leur sens d'odorat est vraiment très avancé. Pour cet exercice de sécurisation d'une chambre, le caporal Ducrot a caché un objet suspect avec traces d'explosifs. Search. Alors, quand le chien localise une odeur qu'il reconnaît, tout simplement, il s'assoit. Le manoir Richelieu, ici, ça va prendre plusieurs jours avec plusieurs maîtres chiens pour sécuriser ce site-là, pour faire pièce par pièce, salle par salle, pour faire sûr qu'il n'y a pas d'engin explosif qui a été placé. Les chambres à coucher, les restaurants, les salles de conférence, les halls d'entrée, toutes les poubelles, les toilettes, tous les véhicules doivent être sécurisés avant de rentrer sur les lieux. Nous autres, on n'est pas des techniciens en explosifs, on est des maîtres de chiens qui sont entraînés pour localiser les explosifs avec nos chiens, mais c'est pas nous autres qui va désamorcer les explosifs. Une fois que tous les sites ont été sécurisés, il va toujours avoir un policier en place 24 heures sur 24 pour pas qu'on soit obligé de recommencer. On veut faire sûr qu'on fait un bon travail, on veut pas manquer quelque chose, puis on veut pas qu'il y ait un incident majeur international qui arrive, puis on veut pas qu'il y ait des personnes blessés, que ce soit des policiers, des membres du public. Alors, il y a quand même assez de poids qui repose sur nos épaules en tant que maître de chien. Puis, on essaie de ne pas transmettre ça aux chiens, mais il y a quand même un niveau de stress. Parmi tous les sites à sécuriser, le manoir Richelieu est le plus important et surtout le plus difficile. Ces centaines de chambres, dizaines de salles de conférence, mais aussi les multiples pièces et couloirs, nécessitent une planification de la sécurité importante.
Ici, au manoir, quand on fait la planification, on a l'avant-plan, si on veut, là, où les dignitaires vont être. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a toujours un arrière 5. Que ce soit une aire de livraison, ou que ce soit à l'arrière d'une salle ou une cuisine, tous les endroits qui sont susceptibles de donner accès à l'avant-scène vont être sécurisés. Là, on parle de l'accès à la livraison. On regarde de où les véhicules arrivent, combien de livraisons, évidemment, mais tous les alentours. En arrière de la clôture, ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a en arrière de la clôture? Ça donne accès de quel côté? En haut, en arrière des cèdres, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Les gens ont accès à cet endroit-là par l'intérieur de l'hôtel ou si c'est par dehors. En arrivant ici dans la salle, j'ai vu qu'il y avait une porte sur le bout. Je vais aller voir dehors aussi. Est-ce que cette porte-là va être condamnée durant l'événement? Si c'est pas condamné, il va falloir que je mette de la sécurité à l'extérieur pour voir qui arrive. Je vais regarder par les fenêtres, qu'est-ce qu'on voit par les fenêtres. Tout dépendant de la vue de l'extérieur, on va essayer de soit fermer les rideaux pour pas que les gens voient qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ces aspects-là, il faut tout que ce soit couvert. Chaque site qu'on planifie, il y a toujours une sortie de secours. Puis des fois, il y a 2 puis 3 sorties de secours. Avec le petit balcon, je vois qu'il y a un accès, on peut mettre un véhicule là. Le balcon est petit, mais en ouvrant les portes, ça fait assez large pour faire attendre le dignitaire. Est-ce qu'on peut faire venir une nacelle pour faire sortir le dignitaire, exemple? On planifie toujours au pire. Comme ça, ben, on n'est pas pris au dépourvu s'il arrive une situation X. Le manoir est un endroit qui a un terrain très, très vaste. On pourrait jamais mettre un nombre assez suffisant de policiers pour sécuriser tous les endroits où les gens pourraient rentrer. Donc, de mettre une clôture nous aide énormément dans notre travail. Ça va empêcher les gens d'arriver jusqu'au manoir. On a toutes nos positions statiques aussi pour observer, parce que si la clôture est là et qu'il n'y a pas de membres pour signaler un événement, ça fait juste retarder l'événement qui s'en vient. Donc, les membres sont là pour renforcer la sécurité et signaler tout événement qui pourrait survenir. La clôture s'est installée tout au long de l'hiver et présentement, au moment où on se parle, la clôture est à peu près terminée. Et là, on a notre équipe qui commence à installer le système de détection. Et s'il y a des gens qui essayaient de percer le périmètre, on va avoir des alarmes puis on va être capable d'envoyer des agents pour répondre. Nous, on appelle ça la tombée du rideau. Là, ça va s'effectuer dans le coin du 2 au 3 juin. À partir de ce moment-là, les portes vont être contrôlées, le système va être actif et on va avoir des opérateurs qui vont contrôler tout le système. Parmi les membres du GTI, les tireurs d'élite, souvent appelés snipers, sont les plus mystérieux. Ils sont positionnés dans des endroits stratégiques, immobiles durant des heures, afin d'observer une zone à risque et réagir en cas d'attaque. Leur travail demande énormément de concentration. Si un assaillant tente une attaque contre un dirigeant, ils devront le neutraliser rapidement à l'aide de leurs armes. 7 jours avant le G7, les tireurs d'élite se positionnent sur le toit du manoir Richelieu afin de commencer leur travail d'observation. Les tireurs d'élite, c'est pas un travail que tu peux faire tout seul. Premièrement, pour une raison de sécurité, on travaille sur les toits, on s'attache, on veut être 2 pour doubler le facteur de sécurité. Ça, c'est une raison, mais aussi il y a le côté opérationnel où quand le tireur principal, mettons qu'il aurait à faire feu, parce que lui, il va concentrer beaucoup sur ce qu'il fait. À ce moment-là, il y a besoin d'un observateur qui va le coacher, qui va lui dire les lectures du vent ou qui va lui dire les distances. Le tir, c'est de la physique, des mathématiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mesurer, c'est tangible. Il faut savoir la distance à laquelle on tire, il faut savoir la vitesse du vent, les vecteurs, d'où ce qui vient, l'angle. Chaque tireur a sa petite manière personnelle à lui de fonctionner. On a des lunettes aussi infrarouges. C'est sûr que la nuit, on ne voit plus, c'est noir. Bien, au moins, on a la lunette thermale qui nous permet de facilement identifier des sources de chaleur. Leur responsabilité, c'est cet arc de tir ici, qui sont responsables de tout le côté est du manoir. On sait exactement où va être le meilleur endroit pour telle situation. Là, on a un concept de toit, mais durant les événements, j'ai aussi des tireurs d'élite, observateurs qui peuvent être dans la forêt, ils peuvent être
dans un milieu plus rural. Tout est possible. C'est juste s'adapter à ton environnement de travail. C'est juste ça. Si jamais il voit quelque chose, il y a deux choses. Si la menace est loin, à ce moment-là, son rôle, c'est de rapporter la situation. Fait que nous, dans le PC, on va relayer l'information à tout le monde qui sont sur le terrain. Fait que là, on peut donner une réponse efficace et rapide au lieu d'aller investiguer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vu, puis neutraliser ça avant que ça dégénère. L'autre situation peut être si on est à un endroit où quelqu'un commence à tirer, bien là, le tireur, il ne peut pas rapporter. Il faut qu'il réagisse à cette menace-là. À ce moment-là, il va prendre les mesures appropriées pour neutraliser la menace. Par contre, son partenaire va commencer à communiquer au poste de commandement parce que là, c'est un branle-bas de combat dans le poste de commandement parce qu'il y a beaucoup de gens sur le théâtre opérationnel ici. Là, ils vont tous parler. Fait que là, c'est reprendre le contrôle pour rester organisé. Parce que si on a une attaque là, on peut en avoir une deuxième. Puis si la panique s'empare de tout ça, on n'est plus efficace. Nous sommes à 5 jours du début du G7. La tension est à son comble. Les équipes tactiques continuent leur entraînement afin d'être prêtes à assurer la sécurité des dignitaires. La CAT Team assure la sécurité des dirigeants des pays invités durant les déplacements. Ils sont dans l'une des voitures du convoi. Leur emplacement reste secret et change à chaque trajet afin de déjouer des attaques éventuelles. Fait qu'on utilise cette journée-là juste pour faire sûr que chaque groupe, ils vont être sur la même page. We're going to do a demo on the urban contact, and then right after, we're going to move and we're going to do a demo on the rural contact. Any question? Notre équipement, on a un casque balistique, on a notre veste pare-balles, on a une ceinture avec nos outils, un pistolet, puis on a notre arme principale. So let's go, we'll set up for the demo. Durant l'exercice, les membres de la CAT Team s'entraînent à neutraliser un assaillant, sécuriser le périmètre autour du convoi afin d'être certain que l'attaquant n'avait pas de complice et extraire le dignitaire dans un véhicule d'évacuation. Make sure this perimeter is secure. They're going to communicate to the PSO that the threat's neutralized, and then they're going to move and set up into a perimeter position. Les gars sont vraiment focusés sur la mission qu'on leur a donnée. Ils se sont préparés, ils se sont entraînés. Si jamais on est déployé, tous les membres de notre DGTI ici, ils savent c'est quoi les risques, puis sont prêts à faire ce qu'il y a à faire pour s'assurer que la mission est un succès. C'est la mission en premier. Lors de tout événement d'envergure mondiale, toutes les attaques sont redoutées. Les actes terroristes chimiques, biologiques et nucléaires demandent une infrastructure imposante. Science-Town est située dans la zone rouge pour être au plus près de la zone de danger. Elle est composée de laboratoires et de scientifiques venus de partout au Canada afin d'être en alerte durant tout le G7. Nous avons une panoplie de capteurs sur le terrain, ainsi que des membres du personnel de la sécurité à l'affût de menaces de ce genre. De cette façon, l'information peut nous être rapportée ou nous pouvons la remarquer nous-mêmes. Les armes chimiques sont celles qui sont directement dangereuses pour la santé et la vie. Il y a une poignée d'armes chimiques qui ont été créées pour la guerre. Il y a les armes biologiques. Les armes chimiques vous attaquent de l'extérieur, les biologiques de l'intérieur. Elles peuvent vous rendre malade. La différence majeure est que les armes chimiques vous affecteront très rapidement, alors que les biologiques prendront des jours, voire des semaines d'incubation avant d'en ressentir les effets. Ces véhicules et ces tentes sont tous voués aux éléments radioactifs et nucléaires. Leur disposition est un peu différente, mais ils s'étendent sur plusieurs plateformes. Les radiations peuvent être nocives pour la santé. Elles peuvent causer des cancers et d'autres problèmes. Il y a les bombes nucléaires, la plupart des gens savent ce dont elles sont capables. Il y a les explosifs, qui sont assez communs. Il y a les explosifs commerciaux, militaires, et de plus en plus, nous observons une augmentation de l'utilisation des explosifs artisanaux. S'il y a un incident, disons une attaque chimique à un endroit, cet endroit devient la zone à privilégier.
Nous nous déplacerons et travaillerons de là-bas. Les différents spécialistes y installeront un centre de décontamination et toute personne contaminée y sera traitée. Ils rassembleront des pièces à conviction, les emballeront de façon sécuritaire pour les ramener ici. Avec l'aide des scientifiques, les pièces à conviction peuvent être transportées dans des laboratoires spécialisés qui sont aussi sur place. Nous avons un laboratoire pour les produits chimiques, un laboratoire biologique et un laboratoire radioactif où nous pouvons effectuer des analyses approfondies des pièces à conviction. En quelques minutes, 1 heure maximum, nous pouvons identifier de façon très précise les colis suspects et les dangers potentiels pour la police, le public et les dignitaires, ainsi que conseiller la sécurité sur la façon de gérer la situation. Notre travail est de réagir à la menace dans l'immédiat et non de gérer les conséquences durant les semaines ou les mois suivant l'événement. Nous nous concentrons à protéger les dignitaires, et ce le plus rapidement et efficacement possible. Pendant le G7, je serai à 90 mètres d'ici et je travaillerai avec les scientifiques dans un endroit restreint, à distance de marche des différents groupes spécialisés. Je pourrai ainsi m'assurer qu'ils communiquent et interagissent convenablement entre eux. À 3 jours du G7, les gardes du corps font leur dernière visite des lieux de rencontre des dignitaires. Ce sont les membres de la garde rapprochée, la dernière ligne de défense en cas d'attaque sur un dirigeant. Chaque dignitaire a une équipe de garde du corps en permanence autour de lui. Cette équipe est dirigée par un coordonnateur qui, à l'avance, parcourt tous les futurs itinéraires afin de localiser où sont les sources de danger potentiels. Ce matin, nous allons faire les prévisites à des endroits où les dignitaires vont aller. Donc, ces endroits-là vont être visités. On va faire une reconnaissance des lieux avec nos coordonnateurs pour qu'ils soient au courant exactement des plans, de comment ça va se passer et transmettre l'information à leur équipe par la suite. Durant le G7, la première reconnaissance se fait au clubhouse du golf du manoir Richelieu, où va se faire la photo officielle des dirigeants et par la suite, un repas. C'est un endroit extrêmement à risque, en hauteur et complètement dégagé. Pour des mesures de sécurité, les fenêtres doivent être opacifiées à l'aide de pellicules plastiques sans que la vue des dignitaires ne soit gâchée. Là, lui, là, ça c'est le miroir. En tout cas, grosso modo, ça serait ça. Sinon, on a lui, là, qu'on ne pourra pas le coller, là, parce qu'il le colle à l'extérieur, mais c'est blanc à l'extérieur, t'aimes mieux ça? Puis on voit beaucoup mieux là, en dedans, vers l'extérieur aussi. En gros, ils vont avoir une shot de même quand les messieurs vont marcher, monsieur, madame, se rendent là, puis le riser est là, puis la photo est vers là-bas, vers l'est. Fait que la famille photo, là, ils vont tous s'en venir ici. Moi, je coordonne tout ce qui fait mouvement de la garde rapprochée pour se rendre au véhicule, pour se rendre aux événements, dans les différentes salles où les rencontres vont avoir lieu, et ainsi de suite. Donc, en principe, ici, c'est la porte qu'on va utiliser tout le temps pour les in and out des leaders, et pour tout ce qui est officiel. Fait que, vous voyez la remorque, là, un petit peu plus à gauche de ça, là, ça va être là que M. Trudeau va se tenir. Il va attendre avec Mme Trudeau, puis il va faire l'accueil officiel de nos leaders. Là. Tous les gardes du corps peuvent prendre tous les rôles. Par contre, on a un leader, évidemment, qui est ce qu'on appelle le PSO, qui est le Personal Security Officer, qui, lui, est vraiment le dernier, le plus près du dignitaire. C'est lui qui est en charge de l'ensemble, dans le fond, de son équipe de garde du corps. Ça, c'est la terrasse ovale, OK? Le monde, ils vont peut-être sortir, venir prendre une marche, deux ensemble, puis se faire un bailat informel. Fait que les BG, là, assurez-vous que vous êtes loin, OK? On est dans une place qui est déjà contrôlée, qui est déjà sécurisée. Faut qu'ils soient là, faut qu'ils fassent leur job, là, mais on se colle pas, là. On peut rester en vue là, de loin. On est entraîné à ne pas regarder notre dignitaire, mais à regarder tout ce qui se passe alentour. On regarde pour tout ce qui pourrait s'avérer une menace ou qu'est-ce qui pourrait causer un embarrassement, que un dignitaire s'enfarge dans un trou ou quelque chose comme ça. Donc, c'est tout l'ensemble de l'environnement qu'on évalue. Tous les employés ont été encouragés à faire du carpooling le plus possible. Ils ont un stationnement. On les amène avec des navettes qu'on appelle sales, OK? Ils embarquent dans des navettes, ils se font tous screener, ils rembarquent d'une navette propre, escortés. On vient ici, on les drop. Fait que tout le monde qui est ici a été screené, a été sweepé. On le sait que tout le monde qui est dans le case, il n'y a pas personne qui n'a pas été sweepé.
Un coup que l'ensemble de la sécurité était planifié d'avance, lors de l'événement, on devient un peu en mode réactif. On est formé, entraîné pour essayer d'empêcher que quoi que ce soit arrive. Donc, c'est notre présence. Puis à ce moment-là, aussitôt qu'on aperçoit quelque chose qui pourrait être un potentiel danger, c'est une réaction immédiate, instantanée. On va faire l'intervention initiale pour s'assurer que notre dignitaire est hors de danger, puis ensuite l'emmener dans un lieu sûr, puis faire sûr qu'il est hors de danger. Jour 1 du G7. Toutes les équipes sont en place. Le travail de planification est terminé. Le vrai travail, c'est quand le dignitaire arrive en sol canadien, aussitôt que l'avion s'est posé, le dignitaire est prêt à débarquer de l'avion, les gardes du corps sont en place, et c'est go time. C'est vers 10h45 que le président américain Donald Trump a atterri ici même sur la piste de la base militaire de Bagotville à bord de son avion présidentiel Air Force One. Un peu plus tôt en matinée, c'est la chancelière allemande Angela Merkel qui a débarqué également ici à la base militaire de Bagotville. Un important cortège de véhicules d'escorte, des véhicules qui sont souvent blindés, donc des mesures de sécurité très importantes. Pendant ce temps, à Québec, une manifestation bat son plein et les équipes anti-émeutes sont sur le pied de guerre afin d'éviter tout débordement. Ils sont positionnés en peloton autour des manifestants et autour des immeubles afin d'éviter tout vandalisme. Les équipes du renseignement sont aussi en position afin de déjouer toute attaque terroriste. Durant le G7, ils restent extrêmement vigilants. Les dangers sont nombreux. Un véhicule pourrait traverser la foule ou un loup solitaire pourrait ouvrir le feu sur les citoyens. Le renseignement a une place définitivement très importante. Toutes les agences d'application de la loi qu'on peut retrouver au Québec sont ici. Et puis, on a également un volet international. On regroupe les agents de renseignement des pays du G7 ainsi que l'Union européenne. Et puis, on a accès à tous les agents de renseignement à travers le monde. On a également le groupe des sources ouvertes qui est également ici. Les sources ouvertes, ça consiste à faire des vérifications sur les systèmes informatiques, principalement l'Internet, pour regarder s'il y a de l'information pertinente dans le cadre des opérations ici au G7. Il y a le premier volet qui est des recherches qu'on effectue principalement suite à des demandes des opérations. Donc, on détient de l'information sur quelque chose de précis, on cherche sur les réseaux sociaux et sur l'Internet en général pour obtenir plus d'informations. L'autre côté, c'est plus un côté de balayage qu'on effectue avec des mots-clés pour s'assurer de capter des menaces, par exemple, soit sur l'événement, comme ici même le G7, que ce soit sur des personnes de marque, bien entendu, ou que ce soit des menaces envers les policiers. En fait, c'est comme ça qu'on réussit à capter certaines informations. Et suite à l'information qu'on va avoir captée, on va ouvrir des dossiers opérationnels pour pouvoir agir sur l'information trouvée. On utilise les mêmes outils que la grande population a à sa disposition, donc que ce soit les grands moteurs de recherche ou que ce soit les réseaux sociaux, bien entendu. La question qu'on doit se poser, c'est à quel moment qu'on doit transmettre l'information. Il y a une question de vie ou de mort, on doit transmettre l'information définitivement pour qu'il y ait action, puis on jugera après ça. Si on a fait l'erreur de le transmettre, mais on n'a pas le choix, la question de vie ou de mort est la première règle. Mais définitivement, on est sous pression. Parce que si on imagine dans un cas de G7 une fausse nouvelle qui pourrait avoir un impact sur plein de choses dans le G7, que ce soit les déplacements des personnes de marque, etc., etc., si on prend une mauvaise décision basée sur une fausse nouvelle, ça a un gros impact. Il faut continuellement évaluer l'information qui nous est envoyée, qui provient du terrain, du public, qui provient de partout. Nous autres, on transmet l'information et les opérations vont prendre les décisions. Mais définitivement, lorsqu'il y a une menace qui est ciblée soit sur un lieu ou sur un individu, la tension monte dans l'équipe pour être en mesure d'évaluer ça le plus rapidement possible. Les membres du groupe média sont aussi en alerte. Une fausse nouvelle, appelée aussi fake news, partagée sur les réseaux sociaux, pourrait très vite créer un mouvement de foule. Ce nouveau danger pourrait causer un effet boule de neige et vite devenir hors de contrôle. Il y avait 6 manifestations planifiées aujourd'hui. Donc, comme on n'est pas sur le terrain pour les opérations, c'est pas se préparer au nombre de manifestants, par contre, se préparer aux conséquences qui peuvent venir avec une manifestation plus grosse, peut-être plus de chances que ce soit infiltré, plus d'actions policières. Donc, on aurait probablement à plus communiquer, nous aussi, de notre côté.
Du côté gestion des médias sociaux, c'est vraiment notre outil de communication qui fonctionne le plus en ce moment. On voit pas beaucoup de fake news ou de rumeurs. C'est vraiment, il y a une vigie qui se fait au cas où ça arrive. Si on voit qu'il y a un danger pour les policiers sur la route, bien, on a fait part à notre groupe du renseignement. Puis eux peuvent s'assurer, confirmer s'il y a une menace ou non, pour être certaine que autant la communauté que les policiers sont en sécurité dans leur travail. Nous sommes à la deuxième journée du G7. Des représentants de pays émergents sont invités à participer à certaines discussions. Ils devront être véhiculés de Québec à la Malbaie en convoi. Ce sont 2 heures de trajet où tout peut arriver. Le coordonnateur du départ du convoi et celui de l'arrivée restent en contact en permanence afin de s'assurer que le trajet se déroule sans encombre. Une fois que le dignitaire sort de la porte de l'hôtel, il y a environ 1 minute pour sa délégation de monter à bord de tous les véhicules du convoi. Une fois que le dignitaire sort de l'hôtel, c'est nos gardes du corps qui est en charge de la sécurité du dignitaire. Vous allez voir, ils vont être ce que nous autres on appelle double stack. C'est les limousines puis les véhicules dans lesquels les délégués vont embarquer vont être sur un côté, puis tous les véhicules de sécurité vont être à l'extérieur. Un genre de protection pour le monde puis les véhicules. Une fois le départ du convoi de Québec en route vers Charlevoix, on peut toujours avoir des manifestations sur les autoroutes pour bloquer la route. On a toujours des solutions, on a des routes alternatives à prendre. Alors, dans la planification, on fait différentes possibilités de routes, des routes un petit peu de campagne. Et puis, les conducteurs de tous les convois, ils ont une copie de chacune route. Alors, les enjeux qu'on a, nous, c'est vraiment un dignitaire, une fois que le convoi quitte, il ne faut pas qu'il arrête jusqu'à temps qu'il soit rendu à destination. Tous les gardes du corps vont sortir des véhicules, puis une fois qu'ils sont satisfaits qu'ils ont le contrôle des lieux, le PSO va ouvrir la porte puis sortir le dignitaire. Il va rentrer en dedans. Nous autres, on va garder la porte du limousine ouverte durant la période que la personne rentre à l'intérieur en cas s'il y a une menace au bord de la porte, puis on doit tourner de bord puis ramener le dignitaire à son véhicule. Une fois que le dignitaire est à l'intérieur de l'édifice, on ferme toutes les portes du convoi, puis le convoi se déplace vers son lieu d'attente. Un coup rendu à l'intérieur du manoir, l'équipe prend position. On a des positions stratégiques à se titrer. Moi, je me trouve à être à l'intérieur du manoir, qu'est-ce qui est la zone rouge en tant que telle. C'est sûr qu'on est un peu la dernière ligne de sécurité. On est plus proche des dignitaires, puis on se déplace à tour de rôle à certains sites à l'intérieur du manoir. La communication entre nous se fait par radio portable, avec une petite oreillette ici là, qu'on a pour entendre le son. Puis on a un petit micro dans la manche là, pour parler. Quand tu parles, bien là, tu pèses dessus puis tu peux parler comme ça. Et ensuite, on entend qu'est-ce qui se passe aux radios. Notre rôle, c'est quand même de protéger les dignitaires et leur entourage, ainsi que les employés qui sont à l'intérieur du manoir. La fin de la deuxième journée du G7 approche. Les équipes restent vigilantes, mais pour l'instant, aucun incident n'a eu lieu. La couverture de presse qu'on a eue la première journée, c'était une couverture positive. À travers les 2 journées, là, ça a changé un peu, puis on en est venu à est-ce qu'il y aurait trop de policiers, si on a fait peur aux manifestants, et puis si on a exagéré dans notre préparation. Quand nous, on va essayer d'expliquer, puis vraiment de ramener au fait qu'on n'a pas le choix de se préparer pour le pire, et que c'est probablement parce qu'on s'est bien préparé que ça a aussi bien été sur le terrain.